Bonsoir, bienvenue à Haïti 58. Invité nous à ce soir, c'est le professeur Woni Desroches, lycée directeur exécutif initiative citoyenne de la société civile, et lycée tout une responsable aussi qui c'est Observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie. Professeur Desroches, bonsoir. Bonsoir Robinson, nous saluons tous téléspectateurs, toutes téléspectatrices de 58 et de Télé 20. Merci en pile, professeur. Nous parlons d'une émission qui faite en deux temps. Je vais dire ça. Dans la première partie, nous allons regarder la situation générale pays et puis pour nous venir dans un point qui, dès le jour, ça a méprisé. Mais avec le président Michel Martelly, nous voyons qui impact ça a gagné. Ces élections, il n'est pas arrivé à faire à temps et nous voyons les mêmes. Personnellement, l'arrivée est sortie par la petite porte. Maintenant, pour la situation du pays, nous connaissons un long week-end, la Toussaint, qui était particulièrement mouvementé, avec sortie 31 octobre pour arriver 3 novembre. Toute Port-au-Prince était pratiquement en ébullition, avec les armes capturées, qui étaient voulu aller enjoy, des fois, ils ne sont pas capables d'aller enjoy. Qui ça dit, professeur, cette situation de peur généralisée? Bon, c'est une grande préoccupation pour nous-mêmes au niveau des organisations de la société civile et au niveau de la population en général. Parce que depuis quelque temps, effectivement, il y a une vague de violence dans le pays. Il y a l'impression qu'il est liée à une certaine opposition qui, certainement, pas content avec façon bah, il va marcher dans le pays, qui pas content avec les gens qui au pouvoir là. Et il y a une opposition, tout, je suis capable de dire, qui peut-être pas accepter l'idée de l'alternance. Peut-être qu'il y a été dans le pouvoir dans le temps, je dis qu'il n'y a pas dans le pouvoir encore, et je dis qu'il y a essayé de déstabiliser le pays par la violence, par une forme d'insurrection urbaine, tout, etc. Et aussi, nous connaissons que souvent, la violence est liée à trafic de drogue, tout. On comprend, c'est-à-dire des gangs rivales, bagaille, on a lutter contre l'autre, etc., pour contrôler certains territoires. Pardon? On va mélanger ou non? Parce que là, on parle de opposition qui pas d'accord avec l'alternance démocratique, et on parle de gangs qui est pour avec les drogues. On va mélanger ou non? Bon, opposition sous côté parle, gang sous côté parle, on va mélanger. Souvent, on mélange, oui. Ça, oui, c'est-à-dire qu'on mélange tout. Parce que parfois, nous sommes capables de dire les acteurs politiques qui ont utilisé gang sayo qui déjà armés, n'est-ce pas, pour faire enfin pour des problèmes dans le pays, pour des insécurité dans le pays, etc., pour que gain affrontement. Donc, il n'y a pas tout à fait, nous sommes capables de dire distinct, parce que souvent, ils ont utilisé l'autre. Donc, nous croyons que son situation qui est vraiment très préoccupante. Il va critiquer comment on peut pour ça, professeur? Pardon? Il va critiquer comment on peut pour ça? Pour qui ça? Pour mariage, vous faites un gang politique, un gang qui a trafic de drogue là-dedans, j'en suis dit là, avec politique là, qui ont même estimé un droit pour si le président pas livrer marchandise ça, puis ils ont demandé pour le parti, puis ils ont demandé des balles. Oui, bon, non, attention, ce que ça me dit, c'est que gang, n'est-ce pas, qui souvent servi pour enfin affaire de trafic de drogue, etc. On prend les politiciens sont capables de servir avec eux tout pour créer instabilité. Vous comprenez? Donc c'est là qu'il y a un certain lien entre les deux. Ouais. Maintenant, ça me capable de dire tout, c'est que son situation qui a empiré la situation, parce que nous connaissons que il y a un gros impact économique sur le pays. Par exemple, ou gain le tourisme. Dernièrement, nous avons entendu le ministre touriste qui a critiqué la situation ça, parce que toute institution touristique qui est dans la zone sud là, ils souffrent en pile de situation ça, parce que les gens ne sont pas capables d'aller dans le sud, n'est-ce pas, parce que toute zone là est bloquée, ou par contre si l'eau prend route Carrefour, soit cap traverser, l'eau rive Matissan, l'eau rive dans la zone village de Dieu, soit cap traverser, etc. Donc ça a affecté en pile tourisme. Et nous connaissons que dans la zone nord là, nous avons même problème là dans la zone Akaye, côté que parfois pour d'autres types de revendications, eh bien, on a des blocages tout. Donc toute bagaille ça a affecté l'économie en pile,
Or, nous connaissons que l'économie a souffert en pile, une situation sociale très grave. Nous avons good qui a perdu valeur de temps à autre, chaque jour davantage. Donc, ça n'a pas aidé du tout. Maintenant, situation ça, professeur Desroches, est-ce que pas de sorte de wake-up call, 6-7 juillet déjà, la population te dit, nous besoin de changement, nous besoin de faire un bagage pour nous. Est-ce que wake-up call ça, gouvernement, président, l'été tendel? Bon, nous pas connaissons si le président entendait wake-up call là, nous pas connaissons si nouveau gouvernement que le mettait en place là, il pral véritablement délivrer. Il est un petit peu trop tôt pour nous capables de connaître s'il a délivré ou s'il n'a pas délivré, particulièrement parce que son gouvernement qui peut gagner un propre budget par lui. C'est dans les prochains jours que nous pral gagner un budget qui pral déposer au Parlement, que le Parlement pral gagner pour le voter. Et moi, je crois que c'est là nous parlons aussi wake-up call là, véritablement entendu par les gouvernements. Le gouvernement, ça peut se 2 mois, oui, ça c'est. Oui, nous sommes d'accord. Mais comme moi dis, il y a un gouvernement qui vient avec programme pali, avec budget pali, parce que c'est à partir de votre budget qu'on connaît ça qui peut le réaliser. Or justement, je crois que ça veut dire. Oui. Plus passé un mois et demi depuis ces envies là, il ne peut jamais appliquer vision là. Et ça lié, oui. Il peut appliquer vision, il peut appliquer budget, puisque le budget il peut quand même élaborer. Le budget pas encore voté, parce qu'il est capable d'élaborer, et puis il arrive dans le Parlement, il est capable de chambouler le budget, il renverser lui, il met l'autre bagaille là-dedans, il retire des bagailles là-dedans, etc. Donc c'est le budget à fin voté, un budget rectificatif que nous connaissons véritablement ça qui, n'est-ce pas, dans le projet, ça va réaliser. Le budget rectificatif, c'est le budget 2018-2019 là. Oui, c'est ça, mais comme déjà il y a un budget parce que ancien budget rectificatif là, c'est lui-même prolongé pour être capable qui est en cours là pour y dépenser. Donc pratiquement il va le budget font forme de rectificatif par rapport à ça qui est en cours là qu'on y a là, nous capable dire un rectificatif au second degré, n'est-ce pas? Maintenant, je crois que pour nous connaître si vraiment le gouvernement tendait réelle population, c'est, je crois qu'il y a un certain nombre d'équilibres pour nous trouver dans le budget ça. Si nous pas trouvé, ça veut dire que n'y a pas attendu véritablement réelle population. Premièrement, moi je crois que gagner un équilibre entre le fonctionnement, l'argent, les crédits qui sont alloués au fonctionnement, c'est-à-dire ça qui pourra payer fonctionnaire, ça qui pourra payer achat machine, achat voiture, achat gaz, etc. Service, oui. Et puis les investissements. Bon, l'heure d'investissement, malheureusement, ce n'est pas nécessairement des investissements pour route, comme ça, mais c'est même investissement pour services, n'est-ce pas? C'est-à-dire services de santé, parce qu'il y a un gros déséquilibre entre l'argent qui allait pour le fonctionnement et l'argent qui allait pour les services, pour les investissements, etc. Je crois que l'équilibre, ça, il faut qu'il y ait rétabli, pour comprendre, pour qu'il y ait plus de services à la population, particulièrement en matière de santé, pour qu'il y ait beaucoup plus d'argent aussi qui allait dans les affaires sociales, aussi pour répondre à certains besoins de la population. L'autre équilibre qui est extrêmement important que nous sommes censés joindre si on bien entendait réelle population, c'est un équilibre entre ça les crédits pour l'État central, pour le pouvoir central, l'argent qui pourra être dépensé par les ministères et l'argent qui pourra aller dans les collectivités territoriales. Certainement, au niveau de Télé 20 et certainement au niveau de Nouvelliste, nous suivons ça qui passait lundi dernier. Lundi dernier, tu as le premier congrès national des maires. Oui. Et nous voyons comment ça s'est passé. Tu as gagné une grosse protestation de la part, n'est-ce pas, des maires qui étaient chahutés président. Il y a président, il y a joué président tête toute elle. Définitivement. Ça veut dire que gagné, ils ont ras-le-bol au niveau des collectivités parce que depuis 1987, il a demandé une décentralisation budgétaire. Il a demandé que les finances publiques soient décentralisées. Et dans la Constitution amendée, il y a un article 217, qui dit que il faut gagner les finances nationales et les finances locales.
et même nous tendez président de la FENAM, le président de la Fédération nationale des maires, qui, dans le discours que a fait, un discours qui était très applaudi, qui était très ferme tout, n'est-ce pas, très revendicatif, lui demandait qu'au moins 10% d'un budget que lui consacrer véritablement aux collectivités territoriales. Nous espérons. On fait dire ça, professeur. Il est facile pour les collectivités à demander pour subventionner, mais on pas chercher quoi qui dans la collectivité à même faire mon payer taxes, impôts, etc. Nous, est-ce parti ça, il n'y a pas un pile long à chercher comme ça qui dans la collectivité? Définitivement. Cependant, gagner une petite nuance en question, hein, parce que pas oublier que c'est la DGI qui collectait l'argent, ouais. Que ce soit les deux principales sources qui c'est impôt locatif et ensuite la patente, c'est deux sources, mais c'est DGI qui est responsable de question ça. Et vous entendez, en pile maire, il y a plein de ça parce que DGI enfin, fait une pression sur les propriétaires, ouais. Donc, naturellement, certains maires qui gagnent en pile dynamisme, qui peut-être gagnent en pile possibilité dans la commune, ils arrivent à tirer un petit peu plus de ressources. Mais si nous prenons, n'est-ce pas, la mairie qui gagne plus de succès dans le domaine ça, c'est la mairie de Delma. Mais la mairie de Delma n'arrive à récolter que 20% de l'impôt locatif. Là, on prend Carrefour moins de 10%. 6%, vous comprenez? Et la moyenne se situe autour de 11 à 12%. Or, on connaît qu'il y a des rencontres qui sont faites entre la Fédération nationale des maires et la DGI pour que la DGI délégue un certain pouvoir aux maires pour que les maires soient capables de faire des moyens coercitifs pour contraindre les propriétaires à payer. Exemple, dans la commune de Carrefour, par exemple, quand un building qu'un propriétaire a loué pour $68,000 américains par an, qui va payer 5 centimes d'impôt locatif. C'est des bails qui sont absolument incroyables. Donc, je crois que l'équilibre, ça, il faut que nous joignions les tout pour que les collectivités capables joignent des services, pour que la population qui vit dans la commune joigne des services. C'est une digression de fait pour nous aller dans la collectivité, c'est pas là où nous voulons arriver. Mais maintenant, dans l'ensemble de mouvements de protestation qu'a fait, il y a un mot clé là-dedans qui n'est pas négligeable, c'est reddition de comptes sur le dossier Petro-Caribéa. Politique, servi ensemble avec lui, il a succès, je capable de dire une manifestation monstre qui était faite le 17 octobre qui s'est passé et société civile là tout je capable dire servi avec lui, jeunes sur les réseaux sociaux servi ensemble avec lui, nous-mêmes nous pas négliger tout au niveau de ISC. Définitivement, enfin dernièrement certainement on t'étendait déclaration que nous avons fait, nous avons eu une conférence de presse, nous avons parlé d'élections, mais nous avons parlé tout de l'appui que nous baillons à mouvement Petro Challenger pour que nous demandé reddition de compte et que le procès soit capable de fait. Mais on va comme tu as aimé insister sur lui et nous avons signalé le tout dernièrement, là nous avons fait une conférence de presse là, c'est que nous avons souhaité que tout le monde qui a participé dans la demande de reddition de compte ça, par rapport au passé, que vous n'avez pas négligé le présent. Parce que, en même temps qu'on a demandé pour qu'il y ait une reddition de compte sur le passé, pour qu'il y ait un jugement, qu'il y ait un procès, etc., il faut qu'on ne pas négliger ce qui a passé journée aujourd'hui. Parce qu'il y a des redressements qui doivent pour faire journée aujourd'hui. Je vais vous donner quelques exemples. Le président Martelly, et c'est un bagage qui est la cause d'un pile l'argent peut-être qui mal passé dans Petro-Caribé, l'IT élevé le seuil, n'est-ce pas, pour les marchés publics. C'est-à-dire, par exemple, pour capable demander la CNMP, qui est, n'est-ce pas, la Commission nationale pour les marchés publics, pour l'intervenir dans le marché, il faut que ce soit un marché qui, au-delà de 40 millions de gourdes pour les travaux publics et pour les services, plus de 25 millions de gourdes. Or, ce seuil, il est bien au-dessus des seuils qui sont pratiqués dans les pays de la CARICOM. Et Haïti, en tant que pays de la CARICOM, l'État doit aligner au pays de la CARICOM. Donc, et dans pile voix, particulièrement la communauté internationale, qui a demandé pour que Jodia, gouvernement, baisse ce seuil-là.
Par exemple, moi, je pense que ça, son bagage pour nous insister sur lui, pour que le gouvernement baisse ce seuil-là, de telle sorte que il y ait un meilleur contrôle des marchés publics. L'autre bagage qui est très important. Pardonnez-moi, c'est une source de corruption. Mais définitivement. L'on prend par exemple 3 millions en bas là, hors de tout contrôle. On fait bail de gré à gré. Oui. Et ma bon chiffre qui est vraiment alarmant. En 2016-2017, l'année fiscale 2016-2017, et ça, son chiffre me vient d'un rapport officiel, 92% de l'argent qui est dépensé par le gouvernement haïtien pendant cette année, eh bien, 92% de marché, que ce soit pour des travaux, bien pour des services ou pour achat de biens, c'est dans des contrats de gré à gré que vous passé. Alors que non, 92%. Entre 2016-2017, n'est-ce pas? Ce qui signifie qu'en pile dans l'agence AO, pas des contrats qui te gagnent des appels d'offres, etc. Donc, comme moi je dis tout à l'heure, en même temps qu'on a demandé reddition de comptes et jugement pour le passé, il faut ne pas oublier le présent pour que nous soyons capables de contrôler ce qu'on fait, je veux dire, parce que nous sommes capables d'un pile gaspillage, un pile corruption qui peut continuer, Maintenant, il y a l'autre bagaille qui est extrêmement important. Je me songeais que le gouvernement a dit qu'il pral venir avec une liste de prix de référence pour déterminer, n'est-ce pas, les prix des biens et des services. Si par exemple on peut acheter une machine, vous comprenez, mais qui maximum qu'on est capable de payer pour tel type de machine, etc., soit pas acheter computer, quel que soit pas acheter, venir avec des prix de référence. C'est le gain prix de référence ça qui est capable de permettre que CNMP, que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, capable de connaître si il y a surfacturation. Parce que pour parler de surfacturation, il faut qu'on gagne un barème qui est accepté par l'État haïtien. Maintenant, Jovenel Moïse présentait comme le chant de lutte contre la corruption. Et il promet que le procès Petro-Caribéen a fait, même si son réviment a dépassé, en novembre a dépassé, pas ça le dédié à Paris. Il dédié à Paris que le dossier Petro-Caribéen sont source de persécution politique. Tant que là, ça va passer, il y a dans le système qui peut aider le barrer. Mais en ça, il vient avec un autre discours. Maintenant, on prend au mot sur l'autre discours qu'il vient avec là. Est-ce que, il y a des avancées qui fait, il y a des signaux qui lancent que la combat de corruption et que nous avons avancé vers un procès Petro-Caribéen? Moi-même, personnellement, signaux que m'attendant, c'est ça m'a parlé de l'IE là, à savoir des mesures qui vous prennent aujourd'hui. Si il y a un gouvernement sérieux à propos de Petro-Caribéen, il faut que le montrer que dans le présent, la prend des mesures pour que même gaspillage qui était passé dans le passé, pas continuer aujourd'hui. Pour que, par exemple, nous gagnions à la tête des organismes, n'est-ce pas, d'État, les organes autonomes de l'État, les organismes autonomes de l'État, tant qu'AAN, n'est-ce pas, autorité aéroportuaire nationale, autorité, n'est-ce pas, AN et APN, tout bagaille ça, que yo tout yo gagné des conseils d'administration avec des gens crédibles là-dedans et que yo vini avec budget pour l'année, que yo dit mais combien y a contribué dans le budget national là, vous comprenez? Or, il y a pile rumeur qui peut être certainement fondée, qui doit constater que c'est tel sénateur qui contrôle tel organe autonome de l'État, tel autre sénateur, etc. Ou besoin d'un audit à la fois administratif, financier et actuarial de l'ONA, par exemple, parce que tout le monde qui travaille a contribué dans l'ONA, mais l'argent pas capable passer en conversation dans des prêts que peut-être qui ne peuvent jamais rembourser. Moi-même, les signaux que véritablement n'a pas atteint pour nous connaître si sérieux à propos de lutte contre la corruption, ce sont les signaux à propos du présent. Maintenant, politique, notamment politique qui est dans l'opposition, ils dit pas fatiguer un bon procès Petro-Caribéen avec une tête calée dans le pouvoir. Jovenel Moïse. Pas fatiguer un procès Petro-Caribéen avec Jovenel Moïse, tout court. Bon, ça dépend de du système judiciaire. Si juste le système judiciaire prend main il prend responsabilité par rapport à la pression qu'a faite au niveau du public haïtien, parce qu'il faut se dire que les juges qui auront à se prononcer ne sont pas dans un vase clos.
yo ouais pression, yo ouais demande là, n'est-ce pas? Eh bien, je crois qu'il faut que vous preniez responsabilité par rapport aux demandes de la nation. Ça, c'est d'une part. Et de l'autre, il ne faut pas oublier non plus, je dirais, la dimension internationale, n'est-ce pas, de ce combat. Parce que combat contre corruption, lutte contre corruption, sont luttes qui menée au niveau international. Regardez ça qui a passé au Brésil, où un ancien président qui est en prison, vous comprenez? Regardez ça qui a passé en République dominicaine, etc. Un peu partout. Avec Odebrecht. Absolument, absolument. Donc, au Brésil. Gagner une pression internationale, tout cap fait. Et moi, je pense que nos gouvernants, nos dirigeants haïtiens, ils doivent certainement tenir compte de ça. Et au tenu compte de ça, certainement. Donc, c'est pour un bagage que vous êtes capable simplement négliger. Il faut que ceci se fasse convenablement. Et aussi bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour rendre compte du passé, mais également pour corriger, n'est-ce pas, les erreurs de l'administration haïtienne en général. Il y a beaucoup de gens qui estiment que talon d'Achille le président, talon d'Achille l'administration, ça, et pour voir que la deuxième version, c'est dossier Petro-Caribéa. Où est ça tout? Bon, c'est un fait que c'est un problème que lié pour ce gouvernement. Il y a un problème dans les deux sens. Il y a un problème parce que Petro-Caribéa n'est pas là encore. Ça te permet, dans les premières années, que le président Martel était plus ou moins quimbé, etc. C'est aussi parce que l'agent Petro-Caribéa était là, tu rempli le chantier un petit peu partout. Je dis à l'agent Petro-Caribéa pas là encore. L'international, pas aussi généreux que l'était généreux dans le passé après le tremblement de terre. Donc le fait que l'agent Petro-Caribéa, c'est-à-dire que le prêt venant de Petro-Caribéa pas là encore pour créer des chantiers, sont gros problèmes liés. Et ensuite, ils ont demandé une reddition de comptes, c'est certain, et son problème extrêmement difficile à résoudre, mais moins pensé que il est capable de résoudre s'il renforçait la justice, parce que là, on a parlé de budget, bon, l'autre équilibre tout. Moins penser qu'il faut que rechercher dans ce budget qui va venir. L'équilibre entre le judiciaire et le législatif, par exemple. C'est-à-dire que, vous connaissez que dernièrement, nous faisons un petit calcul au niveau de l'OCID, que un sénateur coûté par an à la République 18 millions de goudes. Le ou garder toute ça le recevoir et peut-être même un peu plus. Toute qualité bagaille, sans compter monde qui mettait à son service pour sécurité, pour consultant, pour ceci, cela, et le député plus de 10 millions de gouttes par année. Ouais. Maintenant, les juges, le CSPJ, les juges des différents tribunaux, nous connaissons que c'est des salaires de misère que rien. On s'ouvre que mon est capable un jugement équitable sans passe pour qui, il faut que lui-même lit à l'abri du besoin. On prend donc un équilibre entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire qui gagne pour trouver un budget. Le pouvoir judiciaire là, puis le pouvoir judiciaire pour budget pour que ce pas dans le ministère de la Justice qui va le budget et il a demandé ça longtemps. Définitivement, et ils ont préparé l'état de leurs besoins. On connaît que CSPJ a préparé, ils ont présenté l'état de leurs besoins. Il faut tenir compte de ces besoins. Parce que là, nous avons préparé mémoire de l'ISC pour nous voyer la commission spéciale sur l'amendement constitutionnel. Nous avons invité mon CSPJ. Nous constatons qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas même de personnel, il n'y a pas d'équipement pour faire travailler véritablement. Donc, nous avons besoin qu'un minimum qui baille au pouvoir judiciaire. Mais en même temps, c'est les juges qui pas véritablement touché. Nous avons regardé ça, les membres Cour de cassation avec les membres qui sont dans le CSPJ. Il y a un oui, mais... Non, moi, je dis ça en connaissance de cause, parce que je me fais une enquête pour Nouvelle-Lys, je me dis, ouais, chiffre, je me dis, ouais, qui avantage, c'est juge qui pas jeune. Oui, mais c'est juge qui a fait justice ça, qui a fait travail là. Donc, il faut que vous regardez salaire juge tout et niveau de sécurité tout. Vous comprenez, pour que il n'y ait pas, n'est-ce pas, vulnérable par rapport aux tentations de corruption. Deuxième point, nous allons aborder la professeure Desroches, c'est les élections.
Là, le gouvernement empêché là, embarrassé, avec un pile petit dossier. À chaque fois, il voulait sortir dans une gros qui vient. Et dans le commencement octobre, là, c'était tremblement de terre qui passé dans le nord. On vient de une manifestation, on vient de un budget pas capable de faire, on vient de une manifestation encore. Donc, il est embarrassé avec un ensemble de petits dossiers. Et pour le dossier qui a venu sur qui est extrêmement important, qui c'est les élections l'année prochaine, dans moins d'un an, comprendre que nous avons négligé. Et nous, les conséquences, ça va déjà. Définitivement, moi, je crois qu'il faut que le gouvernement, s'il voulait, n'est-ce pas, qu'il y ait une bonne certaine stabilité dans le pays, et s'il voulait délivrer, et s'il voulait réussir le mandat, il faut que le prenne comme boussole la Constitution et les lois du pays. Vous comprenez? Et la Constitution dit élection pour le fait en octobre 2019 pour renouveler, n'est-ce pas, la Chambre des députés, pour renouveler un tiers du Sénat. Eh bien, il faut que l'I mette le cap sur ces élections. La municipalité aussi, même si le magistrat va d'accord avec ça. C'est pas tout à fait qu'on y a là rien pour faire, c'est plutôt l'année prochaine, parce que il dit que il n'a pas perdu un an. N'est-ce pas? Il dit qu'on a 8 mois là, puis on fait. Mais sauf que le CEP a lui-même fait programmation pour le faire élection pour eux. Bon, en tout cas, là encore, c'est une question à trancher. Parce qu'il faut que entende, mais ils pas sorti pour perdu, n'est-ce pas, on joue dans le mandat, etc. Parce que le problème est le suivant. Chaque fois que nous pas faisons élection à temps, il peut y avoir un problème plus loin, il peut y avoir difficulté, instabilité dans le pays. Et je dis, dans la situation que le gouvernement y est, dans le moment où on a parlé là, il n'est pas capable de permettre de mettre abcès sous clou. Il n'est pas capable de permettre de venir avec une crise politique, une crise institutionnelle, avec un parlement qui n'est pas fonctionnel, etc., avec une crise économique et sociale et qui est très, très, très dure aujourd'hui. Je crois qu'il faut que le premier lit. Bon, d'après ça, m'entendez, la nouvelle loi électorale a été remise par le CEP. On va et vient entre CEP avec le Palais national, mais espérer que dans les prochains jours, il y a voté au Parlement pour que le Parlement rapidement vote. Mais tout ça passe dans l'élection. Lorsqu'on date bien arrêtée pour faire l'élection, chaque jour qui passe, ou pas faire des préparatifs pour arriver à date ça, c'est chaque jour tout, on a moins de chance pour organiser l'élection. Et c'est ça qui a privé nous là. Bon, définitivement, pas ta souhaité que le river. Parce que nous allons rentrer dans un cafouillage là, sur le plan politique. Nous allons rentrer dans une situation de crise généralisée, vous comprenez, et il n'est pas bon pour le pays. Du tout, d'autant plus que nous n'avons pas gagné aujourd'hui des institutions fortes qui sont capables de pays à une orientation. Et ça capable privé, c'est qu'on capable que c'est étranger qui obligé de mettre bouche dans l'affaire nous encore une fois. Et pas souhaiter le pays. Donc c'est pour ça que il faut que nos dirigeants prennent responsabilité et que prennent la Constitution comme boussole. Le problème qui n'est pas posé pour l'élection, c'est avec qui CEP nous parler. Nous avons CEP là qui est en fonction. C'est CEP Léopold Bélanger a dirigé. Et nous parlons ensemble avec lui pour nous aider. Il dit il y a tout préparatif. Puis on fait élection, yo même élaboré budget et calendrier à préparer et loi électorale la dit là déjà soumettre débat exécutif là, yo parler, yo pas de problème pousser eux même ou bien pousser un conseil électoral permanent. Oui. Pas de problème à niveau ça. C'est ça. Bon, moi-même personnellement, j'ai souhaité que son conseil électoral permanent parce que nous avons lutté en pile pour que nous gagnions un conseil électoral permanent. Cependant, je dis il faut que nous réalistes ou gagnent l'impression que le trop tard pour nous faire un conseil électoral permanent. Parce qu'à un moment où le gouvernement a peut-être une majorité claire dans le Parlement, on est capable de dire, on est capable d'aller assez rapidement sans que ça va prendre temps. Mais je dis, je pense que je répète qu'il ne prend rien pour, mettons, conseil électoral permanent, il prend un pile temps. Et deuxièmement, si vous mettez des gens qui novices dans la question, qui pas connaissent la question bien, vous comprenez, ils prennent le temps pour adapter, etc. Donc, ça est capable de compromettre les élections. Je pense que CEP qui là, il était un minimum de satisfaction, même si peut-être capable de gagner des reproches à lui faire, etc. De toute façon, la partie pour une crise, c'est dommage, parce que CEP qui là, la Valace Pavlil, petite de ça de Pavlil, et secteur démocratique, la cap demandé pour le président, il n'y a pas Pavlil. Donc,
Depuis qu'il vient organiser l'élection là, il a déjà dit sur l'élection tête calée. Et en plus, si on a envie de mettre un CEP permanent, il a déjà dit que ce n'est pas un CEP permanent. C'est un CEP tête calée là bien encore. Oui. Donc là, nous partons là pour une crise qui est installée. Le problème, c'est que nous, censés faire un choix démocratique, un choix vers la démocratie, mais il faut le reconnaître, notre classe politique et peut-être une partie de notre population aussi n'a pas une culture démocratique. C'est-à-dire que maintenant, si ce n'est pas lui qui choisit CEP, elle ne va pas d'accord avec lui. Quel que soit CEP, on est capable de proposer, le présenter, quelle que soit la formule qu'on propose pour constituer CEPA, s'il n'est pas sûr que le gain de 2, 3, 4 personnes là-dedans, on prend pour défendre l'intérêt et il n'est pas d'accord. Donc, moi, je pense que ce CEP, il y a des reproches qu'on est capable de faire. Cependant, il y a une élection qui était plus ou moins acceptée. Et en plus de ça, où est que un minimum de cohésion entre eux. Et finalement, ou gagne tout, n'est-ce pas, ou pas aucun d'eux obligé de voler la guerre tant que ça qu'on fait. C'est exceptionnel. Vous comprenez? Donc, je pense que, par contre, si après un replâtrage ou pas, même penser qu'il faut que yo servi avec un minimum de monde qui là pour que nous ayons des élections assez rapidement, parce que c'est pour octobre prochain. Ça va dire la société, c'est tout. Nous avons cherché un petit bail dans la CEPA, qui est dans la politique, dans l'opposition ou bien dans le gouvernement. Il a cherché des gens dans la CEPA. Son culture qui est là, nous. Oui, son culture, malheureusement, culture partisane. Mais ce n'est pas comme ça la démocratie faite nécessairement. Et il faut que gagner des institutions, des instances qui surveiller ça, CEP a fait. C'est dans le contrôle. Parce que on a toujours joué une tendance, une penchant pour tel ou tel groupe, quel que soit, et même dans les grands pays. Vous regardez aux États-Unis, la Cour suprême, vous comprenez, est-ce que juge la démocrate ou bien est-ce que la républicain, ça gagne, vous comprenez, etc. Mais au moins, on gagne des instances de contrôle dans ces pays. Et je crois que nous-mêmes, nous devons nous renforcer les instances de contrôle, de telle sorte que, même s'il y a un penchant, mais il connaît qu'il y a regardé, il connaît qu'il y a pour le rendre compte tout, et c'est dans la nouvelle loi électorale aussi qu'un certain nombre de garde-fous doivent mettre. Par exemple, il y a un garde-fou que nous-mêmes nous proposons au niveau de l'OCID, c'est que il y a distingué la fonction administrative de la fonction juridictionnelle du CEP. C'est-à-dire, mon cap fait élection, cap organise élection, c'est pas lui-même qui pour un contentieux, qui pour juger les gros problèmes. Parce qu'on pas capable de juger. Proposition à bonne bonne, il met ça là-dedans. Vous comprenez? Ça, c'est un mécanisme qui permet que mon enfant organise là, mais c'est pas lui-même encore capable de juger. Vous comprenez? Ça sont des garanties que liées, même s'il n'est pas à 100%, mais au moins KBD. On l'autre point encore qui est dans le dossier élection, c'est ONI. Dernier jour, on a parlé de ONI en pile. Ça va passer comme ça avec l'Office national d'identification, qui c'est un aspect clé de l'organisation de l'élection. Ça, son véritable tête chargée. Nous parlons de ça dans la dernière conférence de presse que nous avons au niveau de l'OCID. Moi-même, personnellement, au nom de l'OCID, moi, écrit directeur ONI. Pour demander le rendez-vous pour OCID, on parle avec le secrétaire plusieurs fois dans le téléphone pour mon date. Jusqu'à présent, il y a encore une date pour une rencontre parce que nous avons pile de questions pour nous poser. C'est quoi le problème? Bon, le problème, c'est que, d'abord, il y a même avec Bouchio, parce que je crois que Nouvelliste rapporté ça une fois, il a dit que il y a gagné des serveurs qui saturés au point que ils ne sont pas même capables de délivrer des cartes d'identification nationale aujourd'hui. Moi-même, moi, j'entendais des membres du CEP actuel qui dit que depuis décembre dernier, ils viennent faire 4 pour eux, renouveler 4 pour eux, jusqu'à présent, ils ne peuvent pas livrer. Donc, si même CEP a pas de 4, ce n'est pas moi-même en tant que citoyen. Ne fait pas beaucoup de chambres. Donc, il y a un problème de saturation, il y a un problème de changement de logiciel, changement de firme, cap superviser question. Donc, et c'est pour ça que dernièrement... Dans des smartmatiques qui travaillent sur le système depuis des années, dit c'est simplement update le système pour capable redémarrer toute bagaille en place. Ça, et quand l'autre firme qui dit comme ça, il faut se renouveler entièrement. Donc, et c'est pour ça que nous-mêmes nous interpellons le Premier ministre là,
Et moi-même, personnellement, j'ai eu l'occasion pour me parler pour le ministre de ça, pour comprendre qu'il faut que vous informez la population, ça qui a passé exactement dans l'ONI, que vous prenez le dossier ça sérieusement en main pour que nous pas de confusion. Parce que si pas rien, un registre électoral en bonne et due forme, eh bien, nous partons pour des élections contestées et pour instabilité politique. Mais où il fait bouger les lignes pour que nous changions le système? Pas à ma connaissance jusqu'à présent. Pas à ma connaissance jusqu'à présent. Qui ça on y a caché qui fait le parler, rencontrer un acteur qui est plus influent dans l'observation d'élection? Même CEPA, pas gagné des informations. Parce que nous faisons plusieurs réunions avec CEPA au cours de ces derniers mois, côté que nous présentons les mesures que nous pensons qu'il est capable nécessaires pour, n'est-ce pas, la réforme du système électoral. Même le CEP n'a pas les bonnes informations pour savoir exactement ce qui se passe au niveau de l'ONI. Donc moi-même, je pense qu'il faut que les dirigeants prennent ça très au sérieux parce que son problème lié non seulement pour les élections, mais son problème tout lié pour le registre civil, n'est-ce pas? Parce que nous connaissons que c'est une instance qui est capable, bon, un cadre d'identification qui est capable de servir, n'est-ce pas, dans toute opération civique qu'on a fait. Parce que quand ça, on y va là, et à le voter, son petit parti la donne. Oui. C'est pas pour cadre électoral proprement dit lié. C'est son cadre d'identification nationale qui pour toute transaction. Normalement. Donc, c'est un gros problème que lié. Ça fait avec tout le monde qui fait 18 ans là, ou besoin là. Bon, justement, on a près de 200 000 jeunes qui accèdent à l'âge de 18 ans et qui, normalement, doivent avoir une carte, qui, normalement, doivent voter. Oui. Et jusqu'à présent, ils ne sont pas capables de délivrer. Non, c'est un problème très sérieux. Et je crois que malheureusement, ce qu'il faut reconnaître, c'est que souvent, nos dirigeants ont dirigé le pays avec un pile désinvolture. Vous comprenez? Ils ne pas prendre bagaille au sérieux, vous comprenez? Parce que des bagailles aussi importants que l'identification du citoyen, eh bien, ce n'est pas de où jouer avec ça, vous comprenez? Eh bien, il faut mettre des gens capables, compétents, il faut mettre les ressources nécessaires et les contrats qui doivent être signés avec les firmes aussi doivent faire l'objet de beaucoup d'attention. Aujourd'hui, on finit avec une question pour répondre en 30 secondes. Si on demande de façon générale, globale, comment est la situation du pays? N'a marché ou nous camper ou bien n'a fait bac? Bon, je crois qu'il faut nous garder différents aspects de question. Quand même, sur le plan, nous sommes capables de dire politique, gagner des avancées qu'a faites. Des avancées qu'a faites, puisque je dis, nous sommes capables de parler d'élections. Vous comprenez? Avant, c'était présidence à vie, etc. Pas de affaire de ça. Nous faisons des avancées du point de vue de la mobilisation de la société civile. Je dis, il y a plein de redditions de comptes, n'est-ce pas? Vous montez jusqu'à 30 ans, professeur. Ah oui, mais dans l'histoire, on n'est pas capable de rester seulement dans les 10 dernières années, vous comprenez? Autrefois, on n'est pas capable de demander reddition de comptes, etc. Donc, quand même, c'est des bagages, parce que c'est toute bagaille ça qui pourra permettre que le changement fait. Maintenant, côté que nous vraiment, à mon avis, nous régresser et nous pas capables d'avancer véritablement, c'est sur le plan économique. Vous comprenez? Parce que vous regardez son pays, qui, alors que tout pays a fait quand même des progrès sur le plan économique, nous-mêmes, notre produit intérieur brut, il a régressé, il a stagné. C'est vrai que nous avons des coups durs du point de vue catastrophe naturelle, mais nous avons une mauvaise gestion. Nous avons un problème. Catastrophe humaine, mais nous avons un problème. Nous avons un problème de culture économique, de manque d'éducation économique. C'est pour ça que nous-mêmes, au niveau de l'ISC, nous lançons un programme, n'est-ce pas, pour la dynamisation de l'économie, un programme de réflexion-action. Bon, de temps en temps, nous voyons qu'on vient, nous avons des articles qui paraissent là-dedans, parce que nous avons un problème d'éducation économique population qui, par fait, nous pas connaît vraiment comment pour nous créer richesse dans le pays et son gros problème. Professeur Desroches, merci. Merci à vous, Benson. Voilà, merci à vous qui avez suivi l'émission 1. Invitez-nous à cela, c'était le professeur Rony Desroches, responsable ISC et responsable OSID. Restez sous Télé 20, nous croisons l'autre pour l'autre sortie à Haïti, ça capte. Bonsoir.